Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 19e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode que nous avons choisi d'intituler « On prend les mêmes », sous-entendu, et on recommence, vous n'allez pas être complètement dépaysés. Exactement. Déjà 19e épisode, cette saison sera passée assez vite. Et comme d'habitude... Parle pour toi. Comme d'habitude, on voulait vous remercier du fond du cœur pour votre écoute et bien vous suggérer de partager cet épisode pour nous aider à faire progresser l'audimat, comme on dit. Donc n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis ou sur vos réseaux. Et on commence tout de suite la rubrique Actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous parles aujourd'hui d'Ukraine. Alors oui, ça va être un podcast touffu avec plein d'actu sur nos questions géopolitiques et personnelles, je ne sais pas si c'est préféré, en tout cas favorites. On commence en effet par un point sur la situation en Ukraine. Ça fait au moins depuis l'épisode 15 qu'on ne vous a rien dit sur le sujet, donc c'est pas mal d'y revenir, d'autant que la situation est naturellement très mouvante. Et alors que les Russes ont lancé un nouvel assaut vers la ville de Kharkiv, sauvé déjà des assauts russes en 2022 au premier mois de la guerre, dans ce qui ressemble à une manœuvre pour élargir le front, et après quelques semaines de flottement côté ukrainien, ces derniers ont fini par habilement rééquilibrer leurs forces entre le Donbass et Kharkiv, malgré le manque de troupes et toujours de munitions, et à stabiliser ce nouveau front. On commence même à parler de regrignotage des territoires pris au cours des dernières semaines par les Russes, mais rien n'est encore très clair sur ce sujet. Par ailleurs, le bombardement systématique de Kharkiv par les Russes, depuis plusieurs mois donc, a fini par avoir un effet inespéré pour les Ukrainiens, puisque suite à une tournée auprès des pays occidentaux par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la majorité des grandes puissances, à commencer par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, et puis finalement les États-Unis, il y a quelques jours à peine, ont accepté, en tout cas d'annoncer que ça ne poserait plus qu'ils ne mettraient plus de barrières, que les armes, et notamment les missiles livrés à l'Ukraine, puissent, dans le cadre de la défense du pays, être utilisés pour cibler des effectifs ou des objectifs en territoire russe. Alors, avec quelques nuances, puisque il est, quand on regarde dans le détail, question d'abord d'armes de moyenne portée, 50 à 200 km, capables de toucher des cibles situées en zone frontalière ou proche, puisque c'est essentiellement de ces zones que viennent les frappes russes sur Kharkiv notamment. Par exemple, jeudi, c'est un immeuble de 5 étages dans lequel dormaient des civils qui a été frappé dans le quartier de Novobarsky, c'est ce qu'a précisé le maire de la deuxième ville d'Ukraine, Igor Terenkov. 3 personnes ont été tuées, 23 blessés. Ce sont des missiles S-300 et S-400 qui ont été lancés depuis le territoire de la région de Belgorod, en Russie, frontalière de l'Ukraine, toujours selon le bureau du procureur régional, qui fait état de 5 frappes pour cette seule journée de jeudi. Si l'OTAN n'a pas encore trouvé de position commune sur le sujet, essentiellement à cause de l'opposition de la Turquie qui souhaite donner à l'Ukraine les moyens de se défendre, mais pas de changer soi-disant la nature du conflit, Jens Stoltenberg, son secrétaire général, demande que les capitales occidentales lèvent les restrictions qui, je cite, lient les mains dans le dos des Ukrainiens. Le Kremlin a accusé l'OTAN de provoquer l'Ukraine pour prolonger une guerre insensée après un avertissement lancé mardi aux élites de Kiev par le président russe sur de graves conséquences s'ils devaient donner leur feu vert. Mais le secrétaire général de l'OTAN a écarté vendredi à Prague les menaces russes d'escalade après la décision américaine d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec ses armes. Il n'y a rien de nouveau, ça fait partie des efforts du président russe Vladimir Poutine pour empêcher les alliés de l'OTAN à soutenir l'Ukraine, a-t-il déclaré. Moscou a naturellement réagi, notamment suite aux prises de position britanniques et françaises, deux pays, je le rappelle, dotés de l'arme nucléaire, tout comme les États-Unis, en convoquant notamment l'ambassadeur de France. La partie russe a présenté son évaluation de principe de la ligne destructrice et provocatrice de Paris, qui conduit à une escalade du conflit, a-t-elle ajouté. Selon cette source, les tentatives des autorités françaises de créer une sorte d'ambiguïté stratégique, on vous en avait parlé ici même, dans notre épisode 15, avec leurs déclarations irresponsables sur le possible envoi de contingents occidentaux en Ukraine, sont, je cite, voués à l'échec. Au-delà de cette nouveauté, plusieurs pays ont également cette semaine annoncé leur souhait d'augmenter l'aide à l'Ukraine.
550 millions d'euros de plus pour le Royaume-Uni, 1 milliard pour l'Espagne, tout petit contributeur jusqu'à-là, 650 millions pour la Suède, notamment sur l'approvisionnement énergétique, 30 avions F-16 de la Belgique, qui contribuent par ailleurs à autour d'1 milliard d'euros juste pour 2024. Un collectif, en parlant d'avions, a d'ailleurs, dans une publication parue dans Le Monde, demandé à ce que la France et l'Union européenne aident l'Ukraine à protéger davantage son ciel, en contribuant par des envois d'avions de combat, de la formation de pilotes, dont on sait qu'il a déjà commencé, notamment sur F-16 en Pologne, mais également grâce à la vente ou l'apport de batteries de missiles solaires. Par ailleurs, la Russie a finalement été exclue des commémorations du débarquement, les 80 ans, qui auront lieu la semaine prochaine, en raison de sa guerre d'agression contre l'Ukraine, qui, elle, a été invitée à participer. En bref, on semble être sorti du marasme qui prévalait en début d'année, en attendant notamment que l'aide américaine soit votée, avec une réaction enfin des capitales et opinions publiques occidentales, et ce malgré les bris de bottes en mer de Chine et la guerre à Gaza. Mais c'est un effort de long terme qui doit surtout voir des résultats concrets pour être effectif. Tout à fait, merci beaucoup Guillaume, et on notera aussi, bien que la Chine continue d'être un soutien de Moscou, en envoyant notamment des munitions et des armes. Pas fait ça. Officiellement, ils n'ont pas fait ça. Ils jouent un jeu un peu ambigu, comme toujours avec la Chine. La Chine joue toujours un jeu très ambigu dans cette guerre. Ils refusent notamment de participer aux négociations de paix qui auront lieu à Genève tant que la Russie n'y est pas conviée. On sait aussi que, comme je le disais, ils veulent soutenir l'intégrité territoriale des pays tout en étant prêts à envahir Taïwan. Ben oui, puisque Taïwan fait officiellement partie de la Chine. Absolument. L'occasion d'y revenir peut-être dans un prochain podcast. Alors Max, notre bonhomme orange favori est de retour. Exactement, on ne pouvait pas vous donner de nouvelles de Monsieur Trump. Tout à fait, je suis d'accord. Exactement. Après le verdict l'ayant déclaré coupable de 34 chefs d'accusation à New York en fin de semaine dernière. Alors revenons sur le contexte. Il s'agit du procès à New York dans l'affaire du paiement dissimulé de $130 000 à Stormy Daniels quelques mois avant l'élection présidentielle de 2016. La fraude pour laquelle il a été reconnu coupable est la falsification de documents visant à masquer ce paiement à l'ancienne star de film X en échange de son silence sur une relation sexuelle qu'elle avait eue avec lui en 2006 alors qu'il était déjà marié. Le versement de cet argent s'est fait en fait via l'avocat de Donald Trump sous prétexte de services juridiques. Et ce alors que Cohen était donc l'avocat personnel de Trump, mais que les paiements ont été réalisés par la Trump Organization, donc l'entreprise de Donald Trump. Donc déjà, vous voyez que c'est quand même pas déjà génial. Le procès a révélé que ce paiement dissimulé n'était en fait qu'un exemple parmi d'autres et que Trump avait également coordonné l'achat de récits à son encontre par un journaliste qui les mettait au placard pour éviter leur publication par différents journaux. Le procureur estime que le pot de vin versé à Stormy Daniels participait d'un plan plus large en violation des lois sur le financement des campagnes électorales visant à faire taire les personnes détenant des informations potentiellement compromettantes pour Donald Trump avant la présidentielle de 2016 que Donald Trump avait remportée. Et le procureur avait ainsi parlé de fraude électorale lors de l'ouverture du procès. Alors durant le procès, Donald Trump n'a cessé de dénoncer une chasse aux sorcières politiques visant à l'empêcher d'être élu président des États-Unis, et il s'est aussi beaucoup acharné contre le juge Merchan qui présidait le procès. Celui a quand même valu une amende de $10 000 pour violation du gag order, donc l'ordre du juge selon lequel il ne devait pas commenter en public le jugement. Et bien qu'il ait déclaré qu'il témoignerait bien sûr pour dénoncer l'accusation dont il faisait l'objet, eh bien il n'a finalement pas été appelé à la barre pour témoigner de manière tout à fait étonnante. Sans doute que ses avocats lui ont recommandé de ne pas venir à la barre, puisque une fois qu'il est à la barre, il est sous serment, et donc tout ce qu'il dira pourra être retenu contre lui. Il ne pourra pas mentir. Je suis choqué, on ne s'y attendait pas. Alors au bilan, les 12 jurés ont donc déclaré Donald Trump coupable sur chacun des 34 chefs d'accusation différents, et c'est la première fois qu'un ancien président n'est pas seulement inculpé, mais aussi déclaré coupable.
On dit aux États-Unis convicted felon. Voilà. Ça fait très ancien, old school, felon. Un félon. Oh, j'adore ce mot. Pardon. Alors, le juge doit prononcer la sentence le 11 juillet prochain, parce qu'aux États-Unis, dans le cadre des procès, c'est bien les jurés populaires qui doivent déterminer si oui ou non l'accusé est coupable sur chacun des chefs d'inculpation, mais ensuite il revient au juge de déterminer la sentence, la punition, l'amende ou la prison. Alors ça tombe mal comme date parce que c'est 4 jours avant le début de la convention républicaine qui devra nommer le candidat du parti républicain pour les élections présidentielles. Alors bien entendu, Trump a déjà annoncé qu'il ferait appel. Et du coup, qu'est-ce qui risque en fait notre ami Donald ? Alors, chacun des 34 chefs d'accusation est punissable d'une amende et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Mais toutefois, une peine d'emprisonnement est jugée assez peu probable par différents juristes qui ont été interviewés, parce qu'il s'agit en fait de la première condamnation de Trump et que les faits sont non violents. On ne va pas se mentir non plus, l'emprisonnement d'un ancien président qui est protégé par les services secrets serait carrément un cauchemar. Et donc, dans tous les cas, on s'attend aussi à ce que Donald Trump fasse des appels pour que, en fait, le procès, la sentence du premier procès soit suspendue en attendant le deuxième. De nombreux hommes politiques républicains ont dénoncé une farce de justice, tout en appelant à des dons pour la campagne de Trump. On va quand même pas perdre le Nord. D'ailleurs, ça a bien marché, je crois, non ? Et oui, ça marche, parce que le lendemain de l'annonce du verdict, Trump a annoncé que sa campagne venait de lever 34 millions de dollars, ce qui témoigne du soutien de ses partisans, et la campagne a indiqué que 30% des donateurs n'avaient pas donné auparavant. Motus. Alors de leur côté, les démocrates mettent en avant que cette condamnation finalement démontre que Trump n'est pas apte à de nouveau être président des États-Unis. Ça, on verra bien. Alors pour finir, je voulais simplement faire un petit point sur les autres procès, puisque à chaque fois qu'on a parlé de Donald Trump, on vous a parlé de la pléthore de différents procès, et on ne s'attendait pas forcément à ce que le procès à New York soit finalement celui qui se termine le plus vite. Eh bien, en fait, pour l'instant, Trump et ses soutiens ont réussi à faire reporter la date de l'ensemble des procès, ou en tout cas la conclusion de ces derniers. Donc, ces manœuvres de report au travers de différents appels, différentes accusations préliminaires et tout ça, eh bien, ça semble plutôt fonctionner. Donc pour le procès sur les interférences électorales en Géorgie, le procès n'a toujours pas débuté, puisqu'il y a eu différentes manœuvres qui visent à décrédibiliser la procureure Fani Willis. On en avait parlé la dernière fois. D'abord, il y a eu effectivement cette accusation du fait qu'elle avait eu une relation amoureuse avec le procureur spécial qu'elle avait désigné pour enquêter sur l'affaire. Bon, ça s'est clos sans trop de dégâts. Mais maintenant, c'est les parlementaires républicains en Géorgie qui ont ouvert une enquête sur le conflit d'intérêts potentiel et mauvais usage des fonds publics. Voilà, donc ces démarches ont pour l'instant permis de repousser le début du procès, dont la date n'est toujours pas fixée. Dans le procès sur la dissimulation des documents classifiés, que vous vous souvenez, Donald Trump avait gardé à Mar-a-Lago, puis ensuite quand il y a vu les enquêteurs, on lui avait fait des demandes, il les avait... un carton dans la cuisine, je veux dire, ça arrive à tout le monde, les vieux cartons de déménagement qu'on n'a pas à part dans la salle de bain et qu'on n'ouvre pas, voilà. Alors la juge dans cette affaire, c'est une juge qui s'appelle Cannon, et donc cette affaire, elle se tient en Floride, puisque Mar-a-Lago est en Floride, et en fait cette juge, elle a été nommée par Donald Trump. Ça c'est pas de chance, et elle a réussi finalement à ralentir substantiellement les choses, puisque en 10 mois depuis que le procès s'est ouvert, il y a 10 mois, il y a seulement 7 audiences publiques qui se sont tenues. Et on se souviendra que les avocats de Trump avaient initialement demandé à ce que le procès soit complètement reporté après les élections présidentielles, donc 1 an et demi plus tard, au motif que les documents étaient trop nombreux. A priori, Donald Trump savait ce qu'il avait pris, puisqu'il voulait absolument les cacher. Alors le dernier procès, celui sur l'insurrection du 6 janvier, il est toujours bloqué par un appel que Trump a fait auprès de la Cour suprême, sur l'immunité présidentielle dont il aurait disposé. Donc du coup, il était exempt de toute attaque. Et
il faut quand même dire que même si les audiences ont eu lieu en avril dernier, eh bien, la Cour suprême n'a toujours pas rendu sa décision. C'est sans doute un hasard tout à fait fortuit. Mais du coup, ça permet de gagner un peu de temps. Merci Max. Et ça fait quand même des procès au cul pour une seule personne. Alors, on ne sait pas quel sera l'impact de cette décision, en tout cas à New York. Il y a une estimation qui disait que à peu près 10% de l'électorat de Trump pourrait ne pas voter pour lui en raison de ce procès. Bon, ça suffirait largement pour faire changer les choses aux élections aux États-Unis, dont on sait qu'elles se jouent à peu de choses en ce moment. Oui, mais on verra aussi, parce que les sondages, c'est pas toujours forcément le truc le plus fiable. Ah ça, on est bien d'accord. Et alors, puisqu'on parle d'élections, peut-être Guillaume... Aujourd'hui, c'est toi qui nous fais un petit tour d'horizon ? Rapidement, je voulais quand même rendre un service civique dans ce podcast à quelques 8 jours des élections européennes désormais, et faire un petit tour d'horizon, pas tous, mais des petits partis en France, parce qu'on commence à se dire que finalement il n'y a que 8 listes en jeu, parce qu'on commence à se dire que finalement il n'y a que 8 listes en jeu, parce qu'on va pas se mentir, on commence à en avoir un peu ma claque de voir leur tronche à la télé H24, surtout les 2 premiers. Parce que malheureusement, le mode d'élection fait que seules listes à plus de 5% auront des élus. On oublie qu'il y aura en réalité un choix à faire, non pas entre 8, mais bien entre 34 listes pour les européennes en France. Petit aperçu non exhaustif pour vous donner un peu une idée de ces listes à la marge avec une dizaine de listes supplémentaires. On a le parti animaliste, d'abord 2,2% des voix en 2019, orientés vers le respect et le bien-être des animaux notamment. L'Alliance rurale de notre ami Jean Lassalle, inénérable ex-député ex-centriste à la verve inégalée qui souhaite porter les valeurs de la ruralité au Parlement européen et mettre fin à l'inflation normative qui entrave nos libertés et condamne notre art de vivre, aux côtés notamment du chasseur Willy Schramm. Oui, on aime bien les grands écarts dans ce podcast, vous le savez. Écologie au centre, assez limpide comme nom, avec à sa tête Jean-Marc Governatori. Lutte ouvrière, ancien pilier des Guignols de l'info, avec à sa tête Nathalie Arthaud. Nouvelle donne, Allons enfants avec Pierre Laroutourou, liste de gauche, allié en 2019 avec la liste Place Publique PS, mais pas cette année. Florian Philippot à la tête des Patriotes, 0,65% des votes en 2019, mais franchement c'est pas grave. Le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire de Selma Labib, l'UPR de François Asselineau, 1,2% en 2019, souvenez-vous, votez printemps les amis. Free Palestine, 0,13% en 2019, Europe Territoire Écologie avec Guillaume Lacroix du Parti radical de gauche, Écologie positive et territoire avec Yann Verling, ancien président des Verts qui prône une écologie réaliste, constructive et pragmatique, pour une humanité souveraine avec Léopold Édouard Debers-Seulsin, oui, tout ça, qui souhaite promouvoir la souveraineté des peuples, le développement durable, la protection des droits de citoyenneté dans les Caraïbes et les Antilles, la protection de l'enfance et une meilleure gestion de l'eau dans les dom-toms. Decidemos avec Philippe Ponche qui prône une réelle démocratie similaire au modèle suisse, la souveraineté populaire ainsi que l'instauration du référendum d'initiative citoyenne européen confédérale. Oui, tout ça. Le Parti révolutionnaire communiste, décidément, je ne savais pas qu'ils pouvaient se payer le luxe d'une telle division, les communistes, avec Olivier Terrien. Le Parti pirate avec Caroline Zoom, 0,21 en 2019. Le Parti des citoyens européens d'Audric Alexandre, c'est Alexandre son nom et Audric son prénom, qui prône une Europe fédérale pour bâtir un avenir plus sûr, plus protecteur et plus durable. Le Petit Parti pose notamment la création d'une armée européenne d'ici 2030, mise en place d'un système fédéral d'assurance maladie, d'assurance chômage, d'assurance retraite, ou encore de soutenir des entreprises en investissant 3% du PIB dans la recherche et l'innovation, 0,03% en 2019. Pourtant, si c'était moi, enfin bref. Equinox avec Marine Chollet, créé par des jeunes âgés de 20 à 30 ans, soucieux de mettre leur distance avec le progrès technique, qui ont pris conscience des nécessaires changements dans nos modes de vie et la complexité des enjeux. Quelques exemples, il reste encore 9 autres listes que je vous invite à découvrir sur un lien qu'on vous partagera. 9 autres listes et dans la propagande électorale que vous ne manquerez pas de recevoir chez vous. Éventuellement. On a notamment en vrac une liste qui prône la diffusion de l'espéranto, la désinformation avec Francis Lalanne à peu près, les droits du parent et de l'enfant, ou encore des communistes, décidément, et des nationalistes, bien entendu. Je n'ai que 2 mots. Bon courage. Bon, alors néanmoins, on vous invite vraiment à aller voter pour ces élections européennes parce que, voilà, on ne peut pas dire il se passe beaucoup de choses au niveau de l'Union européenne et c'est toujours la faute des autres. Enfin, voilà, il y a plein de décisions qui sont prises et on n'a aucune influence. Vous le savez, on vous l'a dit à plusieurs reprises, le Parlement européen, c'est le co-législateur, c'est-à-dire qu'ils ont le même poids que les États pour se mettre d'accord
pour adopter les lois au niveau de l'Union européenne. Et il faut quand même avoir en tête que 80% des lois qui sont adoptées en France, eh bien, elles reflètent des législations adoptées à l'échelle de l'Union européenne. Donc c'est vraiment important que vous alliez voter, que vous alliez exprimer votre voix, parce que finalement, l'équilibre politique qui sortira des urnes, eh bien, c'est ça qui, dans les 5 prochaines années, eh bien, guidera l'évolution. Voilà. Et surtout au moment où on dit quand même que les partis d'extrême droite risquent très probablement d'avoir un poids beaucoup plus fort au Parlement européen. Eh bien, si vous avez une vision qui n'est pas celle purement nationaliste et xénophobe des partis d'extrême droite, à ce moment-là, allez faire entendre votre voix parce que nous, on n'a pas envie de se faire gouverner par les partis d'extrême droite. Ça c'est dit, au moins vous êtes prévenus. Merci Max. On passe tout de suite à la rubrique vie de couple. Non, on va passer à la rubrique Belgitude d'abord, et on va pas complètement changer de sujet. Je suis désolé, voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je sais qu'on est déjà bien avancé dans notre podcast, peut-être qu'on s'affranchira pour cette fois-ci de notre dernière rubrique du coup. Et on la fera la fois prochaine. Mais je voulais vous parler dans ce point Belgitude, toujours lié aux élections européennes. Avec une particularité belge qui est aussi une nouveauté, le vote aux élections est en effet européennes est désormais ouvert dans le Royaume aux jeunes à partir de 16 ans. 4 États de l'Union européenne ont donc déjà adopté cette pratique, l'Allemagne, l'Autriche, Malte et la Belgique. Alors petite nuance, puisque comme souvent en Belgique, les élections européennes sont couplées aux élections législatives et régionales qui restent, elles, ouvertes seulement à partir de 18 ans. La raison, une certaine prudence politique quant aux enjeux des différentes élections qui souhaitent donc faire de ces européennes un test avant d'étendre ce droit à d'autres scrutins. Il faut dire que c'est la Cour constitutionnelle belge qui a demandé à ce que les élections soient ouvertes, sans précision particulière, en mars dernier à partir de 16 ans. Et donc la conclusion, ça a été de dire, ouvrons les élections européennes, commençons avec ça. Et voyons où ça nous mène. Un article du Taurillon, magazine des jeunes Européens en France, considère que l'abaissement du droit de vote à 16 ans permet de renforcer la démocratie par l'engagement des jeunes, présente une opportunité majeure pour faire participer concrètement une génération parfois en mal de repère à la construction européenne. Cela permettra également d'ouvrir la voie à de nouvelles dynamiques en favorisant la diversité des opinions exprimées, mais cela contribue également à repenser l'éducation civique et politique. Un certain nombre d'études ont montré, je cite notamment aux États-Unis, que l'abaissement de l'âge électoral rendrait possible un accompagnement des premières expériences électorales, accompagnement par les familles et surtout par les établissements scolaires. On vote parce que souvent on est entraîné au vote et ce d'autant plus qu'on est loin des institutions et de la vie politique. On ne va pas voter comme ça du jour au lendemain sans être entraîné par ses parents, par une discussion avec des amis, souligne Céline Braconnier, professeure de sciences politiques, spécialiste de la participation électorale sur France Culture. Alors, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de remplacer les cours d'éducation civique ou de religion, MDR, par des cours de sciences politiques dès le plus jeune âge pour donner des clés dès que possible aux citoyens du futur et aux futurs citoyens de leur pays ? La question est posée. Merci beaucoup Guillaume, et je me souviens quand j'étais enfant d'aller avec mes parents dans l'isoloir, et c'est aussi du coup l'occasion de poser des questions et pour les parents de se poser peut-être aussi de réfléchir comment expliquer le sens du vote, et c'est important, et surtout les différents partis et qu'est-ce que ça représente. Et ça nous fait une excellente transition vers notre rubrique vie de couple du coup. Parce que j'ai aussi ce souvenir effectivement d'avoir accompagné mes parents assez tôt pour aller voter. Alors pas jusque dans l'isoloir, j'ai pas ce souvenir-là, d'autant qu'en principe c'est interdit. À l'époque, à la campagne où j'étais. À la campagne. Je n'ai pas ce souvenir-là, mais peut-être que je me trompe. Mais j'ai effectivement le souvenir d'avoir accompagné mes parents régulièrement aux élections. Et je me souviens aussi que mon père, c'était à l'époque présenté aux élections municipales. Et puis surtout que c'était une de mes premières expériences de le voir en tant qu'assesseur au cours de ces élections, et c'est l'occasion de rappeler l'importance aussi de l'engagement bénévole pour la démocratie. Pour les élections, quand on va voter
à Bruxelles, c'est toujours une grande aventure. Alors cette année, Max n'aura pas la joie de vivre ça, puisque c'est Bibi qui va voter pour 2. On va au bout du monde, dans le centre des expositions, parce qu'il faut quand même un endroit assez... parce qu'il y a, il y a une trentaine de bureaux de vote. Ouais, il y a 60 000 inscrits sur la liste électorale française en Belgique. Donc vous imaginez, c'est l'équivalent d'une ville comme Annecy, finalement. Ou dans un seul endroit, il y a tous les bureaux de vote. Et dans un seul endroit, il y a tous les bureaux de vote, donc il y en a pas mal. Après, il n'y a pas 60 000 personnes qui votent. Les Français de l'étranger sont reconnus pour être des grosses feignasses démocratiques. On va pas se mentir. Nous, on a voté à chaque fois depuis qu'on est arrivé en Belgique. Mais voilà, il y a ce souvenir de... Donc on a été assesseur 1 an. Et puis, on a été, comment ça s'appelle aussi le soir, on a aidé au dépouillement une fois aussi, une autre fois, je ne sais plus quand, la même année, ou un truc comme ça. On a fait le 2e tour des présidentielles et le 1er tour des législatives, ou un truc comme ça. Ouais. Oh, on a été assesseur 2 fois. Et ça montre l'importance aussi de donner ce temps à la démocratie pour que les résultats qui sont donnés et qui sont distribués le soient en toute transparence. Et d'ailleurs, on vous rappellera que pour le dépouillement est quelque chose de public. Donc même si vous n'êtes pas, si vous ne participez pas au dépouillement, emmenez vous pouvez venir avec vos enfants pour voir comment se passe le dépouillement. Personne ne pourra vous en empêcher. Ou alors si on vous en empêche, c'est que là vous pouvez commencer à porter plainte parce qu'il y a un vrai souci. Alors, je voulais par ailleurs donc reprendre au bon, puisque Guillaume a dit que je ne serais pas là. Et bien, si vous non plus, vous n'êtes pas là pour ces élections, il est encore temps de faire votre procuration. Alors, le processus a été vraiment simplifié. En fait, vous faites votre procuration sur le site servicepublic.fr et ensuite, pour les Français bien sûr, et ensuite, il vous suffit de vous rendre en mairie simplement pour valider votre procuration en mairie ou à la police peut-être. Et donc ça, c'est quand même relativement facile parce que du coup, vous n'avez pas forcément besoin de prendre un rendez-vous. En tout cas, moi qui ai été au consulat pour faire valider ma procuration, je n'ai pas eu besoin de prendre rendez-vous. Et alors, si vous avez la nouvelle carte d'identité, la petit format, et l'application France Identité, eh bien, c'est aussi l'occasion, lorsque vous rendez dans une mairie, alors pas toutes les mairies ont ça, mais regardez bien, ou un commissariat de police, vous pouvez faire valider en fait votre application France Identité. Et les prochaines fois que vous devrez faire une procuration, vous n'aurez plus à vous rendre physiquement dans une mairie ou dans un commissariat. C'est quand même une grande avancée, je dois le dire. Tout à fait, merci Max pour cette petite information pas inutile pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors on fait un petit retour, Guillaume, sur qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier. On a couru, hein. Pouf. Enfin surtout moi. Oui. Alors dimanche dernier, il faisait pas si beau que ça et Guillaume a couru 20 km. Ah bah tiens, on manquait de sujet pour notre rubrique Tout vie de couple. On pourrait parler de la météo. Si vous aussi, vous êtes levé au mois de novembre ce matin. Ah mince. Enfin bref, pour revenir à dimanche dernier, oui, voilà, j'ai couru 20 km. C'était bien, c'était cool. J'ai fait un bon temps, je me suis rendu compte que, en fait, quand on s'entraîne, du coup, derrière, on a des résultats en sport. Enfin, et c'est sans doute pareil pour plein d'autres choses, mais j'ai toujours été un peu... je vais pas dire fainéant, je vais pas dire le poil dans la main, mais toujours à ne faire juste que le strict nécessaire. Et le fait de se donner des challenges, des défis, de se lancer des défis, notamment sportifs, c'est aussi une bonne chose pour se rendre compte. Et moi, ça fait partie des choses qui, au quotidien, finalement, me motivent, en plus de me défouler, effectivement, à faire 30 à 40 km de course par semaine. Ça me donne voilà, des défis, ce genre de moments, notamment les 20 km, me donne l'envie de me dépasser et de me dire que cette année j'ai fait 1h29, l'année dernière j'avais fait 1h42. Est-ce qu'on vise ça paraît quand même tendu de viser 1h15 l'année prochaine, mais on peut déjà viser 1h25, on ne sait pas, sur un malentendu. Oui, l'essentiel, Guillaume, tu l'as bien dit, c'est d'avoir le temps de se préparer. Absolument, tout à fait. De courir en amont. Ceci prend du temps, il faut du temps, il faut savoir qu'il faut se motiver, même les jours où on n'est pas motivé. C'est ça qui est le plus dur avec plein de choses dans la vie. Le sport, les démarches administratives. Il faut se motiver pour les faire une bonne fois pour toutes. C'est un mauvais moment à passer ou un bon moment. Enfin, peut-être pas trop pour les démarches administratives, mais en tout cas, c'est un moment à passer. Et une fois que c'est fait, on voit le résultat, on est heureux, finalement.
Bon, exactement. Et puis, on s'est dit quand même aussi, ou je me suis dit, que je voulais quand même faire un petit commentaire sur le mois de mai, parce qu'on a eu un mois de mai extraordinaire en termes de nombre de jours fériés. C'était vraiment très, très chouette. Mais du coup, je dois dire qu'en tout cas, pour ma part, au boulot, ça a accru quand même vachement la charge de travail, parce que c'est pas parce que tu as un jour férié que le boulot doit pas être fait et que tu dois pas réussir à tout faire. Alors que moi, d'avoir l'avantage, c'est comme je bossais aussi les jours fériés, bah du coup, la charge de travail... Ça pourrait être aussi un sujet. Oui. Voilà, donc on vous cache pas, cette fin de mois de mai, début de mois de juin est quand même... Chaud bilout. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de se répéter sur ce sujet depuis la première saison de ce podcast. C'est au mois de mai non, c'est que du fait qu'on a quand même beaucoup de boulot et on court un peu après le temps. Vous devez peut-être vous en lasser un petit peu. On est désolé, par avance. Non, mais enfin, vous nous connaissez, vous savez que c'est un peu notre vie. Hein. Oui, ce serait bien que ce soit pas complètement toujours que le cas. Mais bon, c'est des choix dans la vie. C'est bientôt l'été. C'est bientôt l'été. On aura l'occasion de vous en reparler d'ailleurs dans un de nos prochains podcasts. On va pouvoir vous dire probablement d'ici au prochain podcast d'ailleurs combien il reste que de podcasts dans cette saison. On n'a pas encore vraiment décidé. Ça va un peu dépendre de nos disponibilités dans les week-ends qui viennent. Il y en aura au moins un, ça c'est sûr. 2 peut-être. 3, on ne sait jamais. Et oui, Guillaume est... Je veux être optimiste. Je veux qu'on vous offre une saison de podcast full. Donc voilà, je veux dire, ça se travaille tout ça. On vous tiendra au courant, et je crois qu'on aura aussi besoin de vacances à un moment donné. On a quelques petits projets pour l'été. Oui, mais on y reviendra plus tard. Voilà, et sinon, on a dépassé les 6500 téléchargements depuis le début qu'on a commencé. Tranche de couple, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Merci beaucoup. Et non, dernier quand même petit sujet de tranche de couple. On voulait parler comfort food, on voulait parler de la cuisine et de faire des petites choses qui nous font plaisir, Guillaume. Mais oui, parce que je suis rentré hier soir tard d'une longue après-midi et soirée au travail et Max avait commencé à préparer une super recette qui vient d'un livre qui s'appelle les recettes de la supérette, c'est ça ? Tout à fait. En gros, l'idée de ce livre-là, et on remercie Jeanne et Mayol qui nous l'ont offert, l'idée c'est ils vous mettent des recettes pour faire tous les gâteaux en gros que vous achetez en supermarché, mais cette fois pour les faire maison. Et donc, on a fait des petits sablés avec le chocolat à l'intérieur. Super bon. Et on remercie également Lucie de Laironière qui s'avère être une co-collègue de promo de Sciences Po de Max. Mais voilà, il n'était même pas au courant. Bah voilà. C'est elle qui a écrit le livre de recettes. Comme quoi, Sciences Po, ça mène à tout. Ah bah ça, on le découvre tous les jours. Et sinon, on a eu plein de trucs après le Pride Podcast liés à la Pride et tout ça. On y reviendra probablement dans des épisodes futurs. Mais voilà, ça montre que c'est toujours important d'être visible. Et il y a une très belle phrase qui dit parce que parfois certains se posent la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de hétéro podcast, hétéro Pride, et on dit parce que en fait la Pride c'est avant tout d'essayer de mettre en avant les discriminations auxquelles font face certaines personnes, parfois au prix de leur vie, et donc il est encore heureux, ou il est heureux, ou soyez heureux, que le fait d'être hétéro ne résulte pas dans d'être en danger ou de risquer sa vie simplement parce que vous êtes hétéro, ce qui malheureusement est encore le cas pour les personnes queer. Absolument. Merci Max pour ce petit rappel. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce que vu l'heure, on vous avait promis qu'on resterait court. Donc c'est déjà mais il est 16h58, on va aller se coucher maintenant. De ce 19e épisode de la saison 5 de Tranche de couple.
Alors, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, d'abord, comme d'habitude, bravo, merci. Mettez-nous un petit poutou, je sais pas, dites-nous... Oui, envoyez-nous un message, une buglante, on va revenir à notre... tout ce que vous voulez pour nous dire ce que vous en avez pensé, pour nous encourager, pour nous donner des pistes de sujets que vous souhaitez qu'on traite également. On est toujours à l'écoute et on fait régulièrement des sujets qui nous viennent de l'extérieur. Merci pour ça. Si ce podcast vous plaît, donc faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note, un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube ou sur Twitter, un pouce bleu, comme disait Max, sur Facebook et surtout, partagez. Eh bien, ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours et disponible pour les plus pressés dès le dimanche soir 21h. Alors, d'ici au prochain épisode, eh bien, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Motivé ?